comment rendre ton jardin magnétique? Comment intégrer le chant des sirènes à ton jardin d'Éden? Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de comment rendre son jardin magnétique, comment on va parler beaucoup d'aménagement du jardin, comment aménager son jardin pour que notre œil soit euh, magiquement attiré par certaines choses et non par d'autres. Et comment faire en sorte que l'aménagement de ton jardin, il t'incite à aller dans ton jardin, tout simplement. Parce qu'en ce moment, à l'heure où j'enregistre ce podcast, c'est l'hiver, il fait froid, il fait humide, et peut-être que tu es dans ce cas où t'as du mal à aller à ton compost. Tout simplement, peut-être que dans ton jardin, au fond de ton jardin, tu as ton composteur, et tu as la flemme d'y aller, ou même si tu as juste un balcon, et avec un lombricomposteur, tu as la flemme des fois d'ouvrir la fenêtre du balcon, parce que voilà, il faut s'habiller un petit peu, tout ça. Donc voilà, aujourd'hui, on va un peu voir comment on peut se débarrasser un peu de ce syndrome, et, euh, et, euh, et voilà, il y a aussi, peu importe en fait l'époque à laquelle tu vas écouter ce podcast, ça va te servir. Voilà, si tu es à la fin de l'hiver et que c'est le moment de commencer le jardin, souvent à la fin de l'hiver, on se sent un petit peu submergé et on ne sait pas vraiment par où commencer. Il y a plein de moments comme ça dans l'année où c'est un peu plus difficile de reprendre ses habitudes d'aller au jardin, de faire des choses et tout. Et des fois, on va prendre du retard et en tant que jardinier, on peut pas vraiment, entre guillemets, se permettre de prendre du retard parce que voilà, les saisons avancent, la météo, le climat nous attend pas et on est obligé un peu d'être là au bon moment. Même si on a quand même une fenêtre de tir, on est quand même obligé d'être là à certains moments clés pour faire les semis, pour arroser, pour commencer à préparer le terrain, plein de choses comme ça. Donc voilà. L'été aussi, ça peut être compliqué d'aller au jardin. On pourrait se dire, bah ouais, l'été, c'est super d'avoir un jardin, mais des fois, il est aménagé d'une façon où en fait, on est mieux là où il y a la clim, au frais, que dans son jardin où il fait 150 degrés. Voilà. Donc il y a toujours une bonne raison de délaisser son jardin comme ça et malheureusement on manque d'en profiter. Parce que finalement quand on fait le compte, on passe très peu de temps dans son jardin déjà, même si on y est euh, au bon moment, il y a, voilà, finalement on y est que très peu de temps. On a très peu de temps déjà à consacrer au jardin et en plus on a très peu de temps on prend pas trop peu de temps pour en profiter. Donc comment on va faire en sorte de l'aménager pour que ça se passe bien, pour que ça donne envie d'y aller, pour que ça donne envie de passer du temps dans son jardin, c'est ce qu'on va voir. Je t'invite vraiment à te poser, à limite prendre des notes, parce que j'ai donné pas mal de choses dans ce podcast, plein d'idées pour aménager ton jardin, même si tu as un balcon aussi, tu verras, il y aura plein d'idées, donc n'hésite pas à prendre des notes, et aussi à la fin du podcast, reste jusqu'à la fin, il y aura une petite surprise à la fin. Et voilà, si le sujet de l'aménagement du jardin t'intéresse, ça va fortement t'intéresser potentiellement, quoi. Donc, j'en parlais un petit peu, le zonage. Donc le zonage en permaculture, je sais pas si tu connais, mais en gros, je vais pas faire un cours sur le zonage, mais on va beaucoup s'en inspirer ça s'inspire beaucoup de ça en fait. Le zonage en permaculture, en gros, c'est on considère en permaculture qu'il y a plusieurs zones et il y en a 5 en tout. Et en gros, je vais rapidement faire un tour des 5 zones pour que tu comprennes un petit peu mieux ce que c'est. Et voilà, donc il y a la zone 1. La zone 1, c'est la zone où tu vas aller tous les jours. En fait, imagine, voilà, prends un petit peu de recul sur ton habitat et ton terrain, ou si tu es sur un balcon, ton habitat et ton balcon, ou ta terrasse, ou ton petit jardin. Voilà, imagine que tu es un peu en mode Google Maps et que tu vois ton jardin d'en haut et qu'en fait le but du zonage c'est de se dire bah voilà, là où j'habite, c'est là où je suis le plus souvent, donc ça va être ma zone zéro. Là où je vais passer quasiment tous les jours, ça sera ma zone 1. Alors ça peut être peut-être un petit peu sur ton jardin ou un petit chemin qui mène à ton jardin ou à ta voiture ou à ta rue. Et voilà, si tu as un potager, la zone 1 en fait partie aussi.
parce qu'en général, les zones, on va les prendre surtout dans les moments où on va être plus incité à aller dehors. Donc c'est pas l'hiver, la zone 0, c'est quasiment... Enfin, la zone 1, il y en a pratiquement plus, la zone 2 non plus. Enfin voilà. Ce que je veux dire, c'est vraiment en pleine saison, on va définir des zones comme ça qui seront euh, en fonction de la fréquentation que tu vas avoir avec ces zones. Mais on y reviendra plus tard. Donc la zone 1, tu peux tracer des arcs de cercle en fait. La zone 0, c'est ton habitat. La zone 1, ça peut être un arc de cercle qui est un peu plus près. La zone 2, c'est un autre arc de cercle ou une autre zone de ton jardin où cette fois-ci, tu vas aller plusieurs fois par semaine. Là, ça peut être des cultures, par exemple, qui demandent un petit peu moins d'entretien, un petit peu moins d'arrosage, tout ça. Alors que la zone 1, il va falloir y être régulièrement pour désherber, entre guillemets, arroser, faire de l'entretien, planter, récolter, des choses comme ça. Et la zone 2, donc ça sera un petit peu moins régulier. Dans la zone 2 aussi, tu peux avoir des animaux, parce que c'est aussi intéressant d'avoir des... Parce qu'en fait, plus un élément est mobile, un animal, un humain, ça peut être aussi plein d'autres choses, ça peut être des outils, voilà, les arrosoirs, un lombricomposteur à roulettes, un pot de fleurs, même un pot de fleurs de jardin ou un pot de fleurs, tu peux avoir aussi des pots de fleurs dans ce jardin et avoir des pots de fleurs dans ton balcon. Des châssis, des petites serres, des choses comme ça, tout ce qui en fait est mobile, tout ce que tu peux prendre, déplacer ou qui se déplace tout seul, bah ça en fait, plus il faut le mettre plus près de la zone 0. Parce que c'est des choses que tu vas pouvoir déplacer plus facilement, que tu vas parce que si tu laisses ta pelle au fond du jardin, bah, elle va pourrir au fond du jardin, tu vas risquer de l'oublier. Et voilà, tout ce que tu peux prendre, transporter ou qui se déplace tout seul, il faut le mettre proche de la zone 0. Alors quand je parle aussi des animaux, les animaux, bon, ils se déplacent tout seuls, mais leur enclos aussi, il faudrait qu'ils soient proches de la zone 0, entre guillemets, dans la zone 2, c'est pas mal, parce que justement, ils vont... toi, tu vas avoir besoin de passer, voir si tout va bien, donner à manger, nettoyer, des choses comme ça, quoi. Donc, la zone 2, ça peut être pour les cultures qui demandent un petit peu moins d'entretien, et les enclos des animaux, et tous les autres objets, ça peut être ton établi ou un placard où tu ranges tes affaires de jardin, tout ça. Donc voilà. Ensuite, la zone 3, alors juste entre guillemets, si toi tu as un balcon ou une terrasse, en général, t'as une zone 0, ça va être ton appartement, t'as une zone 1, ça va être là où tu vas aller régulièrement, et t'as une zone 2 où tu vas aller un petit peu moins souvent, et après, la zone 3 et la zone 4, en général, il n'y en a pas sur un balcon ou une terrasse, même dans un petit jardin. Plus le jardin est petit, plus on réduit jusqu'à la zone 2 à peu près. Mais par contre, tu verras, on en parlera pour la zone 5. La zone 5, c'est une zone que tu peux retrouver dans tous les jardins, c'est très intéressant, on en parlera vite fait. Et voilà, donc la zone 3, c'est la zone où tu vas aller plusieurs fois par mois. Donc ça va être une zone où les animaux ils vont pouvoir se balader, ils vont être en liberté. Ça va être une zone où les végétaux qui ne demandent pas d'entretien ou pas beaucoup d'entretien euh, vont être. Ça peut être plutôt des arbustes, des arbres où tu vas aller récolter peut-être de manière assez espacée, où tu peux aller arroser vraiment de temps en temps, l'été où il va faire très chaud. Voilà, donc pour la zone 3, c'est vraiment une zone où tu vas aller peut-être voilà, quelques fois par mois. La zone 4, alors ça va être vraiment une zone où si vraiment tu as un grand terrain, là tu peux avoir des prairies, des choses comme ça, où tu auras vraiment quasiment peu d'entretien, où ça va être vraiment des entretiens qui sont occasionnels ou saisonniers. Voilà, et ensuite tu as la zone 5, qui elle peut être intégrée à tous les jardins, et que je conseille même pour un petit balcon. Moi, sur ma terrasse, j'avais rapidement fait une zone 5. Enfin, c'est un pot de fleurs que j'avais laissé un petit peu en mode sauvage, où il y a toujours des endroits où j'essaie de laisser un petit peu sauvage. Mais au final, je conseille quand même de faire un petit coup de nettoyage. Parce qu'après, voilà, il peut y avoir des problèmes, parce que la nature, elle reprend toujours ses droits. Chasse le naturel et il revient au galop. Et finalement, elle peut faire aussi des dégâts, si voilà, elle peut faire des dégâts sur ta terrasse, ton balcon. Donc, quand même, de temps en temps, je conseille un petit coup de nettoyage si t'es hors sol, quoi.
Voilà. Mais si tu as un petit bout de terrain, bah essaie quand même d'avoir un petit coin sauvage que tu laisses à la nature et que tu touches jamais. C'est aussi un coin où tu peux aller observer, tu peux aller te reposer, tu peux faire plein de choses. Donc la zone 5, c'est vraiment une zone où on n'intervient jamais pour justement observer un peu ce qui se passe et donner de la place à la nature. Voilà, comme je disais, donc tout à l'heure je disais que plus un élément est mobile, plus tu veux plus tu veux le rapprocher de ta zone zéro. Les animaux, les outils, les choses comme ça. Et il y a aussi un autre principe, c'est que plus tu as d'interaction avec un élément du jardin, plus tu dois le rapprocher de ta zone zéro. En gros, quand tu fais du design en permaculture, t'imagines ton jardin comme un système dans lequel tu vas retenir l'énergie, le soleil, l'eau, les choses comme ça. Et dans ce système, tu vas intégrer des éléments. Mais en fait, finalement, les éléments, c'est que des sous-systèmes du système principal, en général. En gros, les éléments, ils sont définis que par la limite qu'on va leur donner. Bref, on reviendra peut-être plus tard on aura l'occasion d'en revenir sur ces notions d'éléments, de système. Et, euh, et en gros, en éléments, par exemple, tu peux avoir le composteur, tu peux avoir un récupérateur d'eau, une serre, ça peut être aussi un massif un potager, ça peut être aussi un massif d'aromates. Voilà, c'est un point précis comme ça que tu vas aménager dans ton jardin. Et comme je le disais, en fait, le zonage, c'est par rapport aux fréquentations que tu vas devoir avoir avec ces éléments. Donc le composteur, en général, on y va tous les jours ou du moins plusieurs fois par semaine. Donc en général, le composteur, on va le mettre en zone 1 ou zone 2. Et à l'inverse, qu'est-ce qu'on pourrait faire à l'inverse? Je sais pas, si tu veux faire un coin de balade pour tes poules, bah là, tu vas pouvoir le faire en zone 4. Voilà. Le but, c'est que plus tu as besoin d'être en interaction avec l'élément, je me rends compte que l'exemple de la poule est pas top, mais bref, plus tu as besoin d'être en interaction avec l'élément, plus tu vas le rapprocher de la zone 0, de chez toi en gros. C'est logique. Et voilà, c'est comme ça aussi que tu vas finalement rendre ton jardin un peu plus magnétique, où tu vas pas oublier plein de trucs, où ça va être facile de retourner dans la saison, ça va être facile d'aller quand même au compost quand il fait froid, ça va être facile d'aller quand même se poser dans le jardin quand il fait trop chaud. Tu vois, toutes ces choses-là, il faut les prendre en compte dans ton aménagement pour justement te faciliter la vie et faire en sorte que ton, euh, ton jardin, et ça soit aussi du plaisir, ce soit pas une corvée et que les choses se fassent naturellement. C'est aussi ça, le but du design d'un design en permaculture, c'est aussi d'intégrer l'humain. Enfin, c'est pas le but ou la fonction, c'est vraiment la différenciation avec les autres méthodes d'aménagement. C'est que on prend vraiment en compte l'humain et aussi l'environnement. Voilà, on revient aux éthiques de la permaculture qui sont prendre soin de la terre, prendre soin de l'environnement et partager le surplus. Bref, tout ça pour faire cette parenthèse sur le zonage. Voilà, j'espère que c'est tout clair pour toi. N'hésite pas à poser des questions si tu as des questions dans les commentaires ou sur mon site ou je ne sais où. Tu peux me retrouver un peu partout. Et voilà, on va passer donc aux idées d'aménagement pour jardin et pour balcon, aux idées d'aménagement magnétique. Et puis voilà, on va faire un bon. C'est là où je t'invite à prendre quelques notes, à vraiment te poser. Et je vais essayer vraiment de te donner plein d'idées. Donc ouvre-toi à mes idées. Et, euh, et puis voilà, après, on finira le podcast par un petit exercice que j'ai pour toi et la surprise dont je te parlais. Donc voilà, on continue. Donc déjà, premier conseil que je pourrais te donner, quel que soit, si tu es en jardin ou en balcon, premier conseil, déjà, pense, quand tu fais l'aménagement de ton jardin, pense à ton jardin à toutes les saisons. Un jardin, ça évolue. C'est un peu comme les fleurs, tu vois. Des fois, on essaye de réfléchir. Et c'est déjà, tu peux te poser un premier défi, c'est de me dire, bah voilà, j'aimerais que toute l'année, dans mon jardin, il y ait des fleurs. Je veux planter telle plante parce qu'il va fleurir de janvier à février. Après, mars, avril, en général, c'est pas trop difficile, il y a pas mal de fleurs. Mais bon, voilà. Et on va essayer de se dire, bah, pourquoi pas d'avoir des fleurs toute l'année.
Après, tu peux te dire, bah pourquoi pas récolter toute l'année. Pourquoi pas avoir... Enfin voilà. Essaye de voir ton jardin déjà toute l'année, parce que souvent on l'aménage en faisant en sorte que ça se passe bien de avril à juin, juillet, puis après il se passe plus trop de choses, et puis on oublie le jardin, puis après on revient. Donc voilà, essaye de faire en sorte que il y a toujours un truc à faire dans ton jardin toute l'année. Voilà, surtout c'est septembre, de septembre à janvier, février, où ça commence à être un peu plus la période creuse, surtout ouais, novembre, décembre, janvier, on y est très peu de temps. Donc je te laisse imaginer qu'est-ce que tu pourrais mettre. Je sais pas, déjà entretenir son compost, ça peut être intéressant, mais voilà. Déjà, la grande idée, c'est pense à ton jardin à toutes les saisons. Pense à aménager pour toutes les saisons. Ensuite, une autre astuce que récupérée de, je crois, du parc Walt Disney, puis finalement il a rien inventé. La Tour Eiffel aussi, ça fonctionne comme ça. En gros, c'est les éléments les plus hauts dans ton jardin, c'est des points de repère. Alors, je sais pas, peut-être que t'as peut-être que sur ton balcon, t'as un grand pot de bambou bah, et ou dans ton jardin, t'as un grand arbre, ou ça peut être aussi un château d'eau, ça peut être aussi, je sais pas, une statuette, ou même ta maison qui est vraiment dans le point le plus haut. Observe, regarde qu'est-ce qu'il y a dans ton jardin qui est vraiment à une hauteur qui est le plus haut, et dis-toi que ça, c'est un point de repère qui est important dans un jardin. Euh, donc dis-toi, est-ce que quel que soit l'endroit où je suis, ou quel que soit n'importe quel chemin que je vais emprunter, quel que soit l'endroit où je suis, est-ce que je peux voir ce point de repère? Et ça peut être aussi quelque chose d'hyper important. Et je disais justement que c'est Walt Disney qui avait euh, il avait mis ça en place dans le parc à Paris, et même je crois aux États-Unis. Mais en gros, ils ont fait en sorte que le château de la princesse, de la Belle au bois dormant, je crois, il soit déjà le point le plus haut du parc, et qu'il soit visible quel que soit l'endroit où on soit dans le parc. Comme ça donne un point de repère, et puis ça rappelle un peu aussi l'esprit Walt Disney, l'esprit du château, tout ça. Donc c'est important. Si tu vois que dans ton jardin, dans le point le plus haut, il y a quelque chose qui vraiment euh, euh, caractérise ton jardin, bah, tu peux même lui donner le nom de ton jardin. Ça peut être, je sais pas, un tilleul, bah, le jardin du tilleul, ou un truc comme ça. Et ça peut être aussi donc intéressant de faire en sorte que de partout, tu aies ce point de repère. Et voilà. Donc déjà, ça, je te laisse voir si ça peut s'adapter à ton jardin, mais j'en doute pas. Ensuite, un autre principe que je vais te donner, c'est créer du mystère dans ton jardin. Donnant envie d'aller découvrir des endroits comme ça, un peu cachés dans ton jardin. Moi, j'ai visité, voilà, dès que je voyage quelque part, dès que je découvre une nouvelle ville, un nouvel endroit, bah, en général, je vais voir l'église et le jardin public, entre guillemets. Et puis voilà, j'ai visité donc pas mal de jardins comme ça. J'ai aussi des jardins de châteaux, des jardins privés, des choses comme ça, des jardins partagés aussi énormément. Et, euh, et en fait, moi, les jardins où je me sens le mieux, et c'est pareil pour tout le monde, tu regardes les enfants quand ils rentrent dans un jardin, ils ont envie de tout découvrir, et ah, il y a ça, et puis là, il y a quelque chose qui est caché là-bas. Enfin, créer du mystère dans ton jardin, ça va aussi te donner envie d'aller découvrir des endroits comme ça, un peu cachés. Alors même si tu as l'habitude, tu sais ce qui s'y cache, bah, essaie de faire en sorte que, euh, que ça te donne envie d'y aller quand même. Et je vais te donner quelques exemples pour créer un peu de mystère. Donc ce que tu peux faire, c'est créer un peu des sentiers un peu sinueux, des gens en jouant avec des sentiers sinueux qui vont disparaître derrière un arbre par exemple. Et ben tu vas créer du mystère, tu vas dire ah bah tiens il y a un chemin là-bas qui part. Alors comme je te disais, hein, quand tu sais ce qu'il y a derrière le chemin, voilà. Mais tu verras quand même que ça t'incitera quand même à aller voir si tout va bien derrière là-bas. Et ensuite, là-bas, si tu as un autre point de mystère, bah hop, tu iras ensuite rejoindre l'autre endroit pour t'assurer que tout va bien. Puis finalement, tu vas aller de checkpoint en checkpoint comme ça, et tu vas faire le tour de ton jardin. Et voilà, essaie de l'aménager un petit peu comme ça. Alors ça se fait vraiment avec le temps. Ça se fait aussi en réfléchissant sur le plan d'aménagement. Et, euh,
Et voilà, il faut arriver aussi à faire cette différence un petit peu entre la carte et le territoire. Mais bon, on en parlera un petit peu plus tard dans ce podcast. Mais vraiment, ouais, faut arriver à avoir cette vision un peu globale où on va imaginer un peu sur un plan, par exemple, on va avoir une vision globale du jardin et revenir aussi avec la vision euh, en détail où là, on va aller voir vraiment qu'est-ce qui se passe sur le terrain à cet endroit précis. Je crois que c'est Pablo Servigne qui, j'ai entendu ça dans une de ses conférences. Il disait voilà, lui quand il avait appris la permaculture, il avait passé le CCP de permaculture, je sais plus où. Et ce qu'il avait marqué le plus, c'était vraiment ça. C'était euh, son professeur lui disait voilà, il faut vraiment alterner entre pensée globale, pensée détail, pensée globale, pensée détail. Et c'est comme ça qu'on avance dans le design de son jardin, quoi. Bref, créer des sentiers sinueux, fais-les disparaître un petit peu comme ça, derrière un arbre, mets les choses que tu veux mettre en valeur dans les virages, dans les endroits où tu ralentis. Voilà, quand tu accélères, mais d'autres. Enfin voilà, tu vois. Joue avec des sentiers sinueux déjà, tu peux faire ça. Tu peux aussi, je sais pas si tu as une haie et que t'en as pas un peu marre entre guillemets, tu peux essayer aussi de créer une arche dans une haie. Souvent dans les jardins, c'est intéressant. Des fois, tu sais, c'est surtout les jardins à la française. Et t'as enfin moi j'aime pas trop, mais ça peut se faire aussi avec différents végétaux. Mais tu vois, t'as la haie de cyprès entre guillemets, bien taillée au carré, et t'as une arche comme ça, et ça donne envie d'y aller, tu vois. Et tu vas et tu découvres un autre endroit du jardin. Donc ça peut être intéressant. Tu peux faire ça avec une tonnelle aussi, où tu fais grimper du kiwi. Tu vois, il y a plein d'autres choses à imaginer. Mais voilà, essayer de créer des petits passages comme ça, des petites portes secrètes, entre guillemets, et pour être obligé d'aller voir ce qui se passe, quoi. Ensuite, ce que tu peux faire aussi, c'est euh, au printemps, c'est bien d'avoir un endroit où il y a un banc avec des tulipes, des fleurs, des choses comme ça, un petit peu isolées dans le jardin. Ça peut être intéressant pour aller se poser, voilà, une idée comme ça. Aussi, tout à l'heure, je parlais donc créer du mystère. Par exemple, si tu veux aussi encore attirer, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est de jouer avec les sens dans tout ça finalement. Euh, voilà, il faut que tu joues avec les sens, avec la vue, et aussi tu peux utiliser l'ouïe. Donc, si par exemple tu as la chance d'avoir un cours d'eau ou euh, le bruit de l'eau comme ça dans ton jardin, bah, essaye de, pourquoi pas, cacher un petit peu l'eau pour que euh, pour que tu sois attiré. Si par exemple c'est la première fois que tu découvres le jardin, pour une personne qui viendra pour la première fois, dire ah il y a le bruit de l'eau mais je sais pas d'où ça vient, puis elle va essayer de parcourir. Et toi, en marchant dans ton jardin, tu vas avoir tiens j'entends l'eau, elle est là-bas, tu vois ça va aussi te donner un repère, ça va aussi par rapport au bruit tu vas dire ah tiens je suis pas très loin, tu vois tu vas apprendre comme ça un petit peu à te à aussi à te positionner comme ça dans le jardin, à savoir où tu es dans l'espace. Et c'est aussi intéressant de jouer comme ça avec l'ouïe pour attirer euh, l'attention. Ensuite, on parle de cours d'eau. Donc si tu as un cours d'eau aussi, ce qui peut être intéressant, c'est que tu peux aménager le bord d'un cours d'eau aussi. Des fois, ça peut être intéressant juste de se poser, d'avoir un banc ou faire un petit aménagement, une petite plage ou un truc comme ça, qui donne envie d'aller au bord de l'eau et puis se poser et peut-être écouter le flot, le flux de l'eau, écouter, regarder, voilà, un endroit où tu as envie d'aller te poser, pourquoi pas. Voilà, donne-toi envie d'aller à certains endroits stratégiques comme au bord de l'eau, au pied d'un arbre ou plein d'autres endroits. Voilà. Pense aussi à créer des lieux ombragés. Donc on parlait tout à l'heure du soleil, de l'été. C'est vrai que l'été, on n'a pas souvent, enfin des fois on a du mal à aller au jardin, il fait tellement chaud, quoi. Voilà, essayer de penser à des endroits, peut-être que ici je trouve qu'il y a un petit courant d'air frais, bah, pourquoi pas ombrager un peu pour l'été. Enfin, je te laisse voir, mais voilà, il y a aussi plein de choses à voir aussi, à jouer un peu avec le contraste. Et tu peux aussi créer des abris. Donc tu peux, par exemple, avec un arbre, tu vas pouvoir créer de l'ombre, un abri pour la pluie, et tu vas aussi pouvoir couper le vent. Faire ces trois choses en même temps aussi, où tu peux avoir juste un abri pour la pluie, mais le vent passe. Enfin, tu vois, je te laisse voir, mais en gros,
essaie de créer des lieux un petit peu ombragés, des lieux un peu à l'abri de la pluie, à l'abri du vent, ou les trois en même temps, ou séparément, ou, voilà. Et tu peux, comme je disais, aménager le pied d'un grand arbre. Si par exemple tu as ton grand tilleul, et ben au pied du grand tilleul, tu peux faire un aménagement sympa pour l'été, pourquoi pas, et pour les moments où il pleut un petit peu, pour s'abriter de la pluie, des choses comme ça. Ça peut être intéressant pour te donner encore envie d'explorer ton jardin. Ensuite, tu peux utiliser aussi des plantes atypiques. Quand je parle de plantes atypiques, ça va être des plantes je sais pas, qui vont t'attirer de par leur texture. Moi, ça me fait penser à, je sais pas si tu connais l'araucaria. C'est un sapin qu'on appelle aussi le désespoir du singe, parce qu'il a tellement d'épines, même sur son tronc, sur ses branches, il a des épines que finalement les singes ils peuvent pas grimper dessus, donc on appelle le désespoir du singe. Et ça, c'est vraiment un arbre. Quand je le vois dans un parc ou dans un jardin ou en baladant dans la campagne, en général, on le voit, c'est un arbre entre guillemets ornemental. Quand bien même que ces pignons, oui, je crois que c'est ces pignons qui sont comestibles. Je voulais en ramasser cette année, j'ai pas pensé. Mais oui, apparemment, je crois, je te laisse te renseigner, mais les pignons de les pignons de les fruits du Araucaria sont comestibles. Donc voilà, je te laisse voir, hein, voilà, c'est un sapin. Et moi, c'est vraiment un sapin qui m'attire, quoi. Dès que je le vois, ou ça va être un bananier aussi, ça me plaît bien aussi, le Ginkgo biloba, l'arbre qui a survécu à la bombe nucléaire d'Hiroshima. Euh, Bah ça, c'est un arbre magnifique, surtout en novembre, où il a vraiment ses feuilles dorées, là, comme ça, juste avant qu'elles tombent. Ces feuilles, elles vont tomber vraiment en quelques jours, toutes d'un coup, mais pendant plusieurs semaines, elles vont vraiment jaunir comme ça, être vraiment jaune d'or, et c'est vraiment magnifique comme arbre. Un petit peu long à pousser, mais ça pousse un peu partout, donc ça peut être sympa. Je crois aussi que les noyaux des fruits ou les pépins des fruits, je sais pas exactement, je crois qu'ils sont comestibles, mais il faut pas trop en manger. Il y a une certaine quantité à pas dépasser. Je crois même qu'au Japon, ils font. C'est un peu comme les dragées chez nous pour les mariages. Eux, ils ont les noyaux ou les pépins de Ginkgo biloba, je crois. Bref, en tout cas, c'est comestible, mais à une certaine quantité, sans parler des bienfaits médicinaux du ginkgo. Mais voilà, après, voilà, c'est personnel à chacun. S'il y a un arbre que t'aimes bien, et qui, voilà, même s'il n'est pas comestible et toi tu veux faire à fond de la permaculture, bah des fois, c'est bien de mettre un arbre qui te donne envie d'aller parcourir ton jardin encore. Faut se faire plaisir, et voilà, si ton truc à toi c'est de créer, de faire pousser, je sais pas, je pensais j'ai oublié, mais si t'as vraiment envie de faire pousser un arbre qui pousse super vite pour faire comme s'il y avait une forêt ou quoi, bah voilà, fais-toi plaisir aussi. Le but c'est vraiment que personnellement ça te donne envie d'aller au contact de cet arbre. Bref, tout ça c'était pour les astuces de jardin. T'as pu aussi les utiliser si t'as un balcon. Mais voilà, j'ai encore quand même quelques astuces pour les balcons. Euh, Par exemple, si t'as un balcon, ce que je peux t'inviter à faire déjà, la première chose, c'est de pourquoi pas essayer de imaginer une double ambiance. Pardon. Alors, si t'as un petit balcon, ça va être compliqué. Et des fois, d'ailleurs, c'est à double tranchant. Mais par exemple, si t'as un grand balcon, essaye de voir si tu peux pas, genre, créer un peu deux ambiances. Ou par exemple, je sais pas, imaginons, il y a un groupe de personnes qui peut aller se poser dans une partie du balcon. Et ça laisse une partie un peu plus libre. En gros, par exemple, si t'as un balcon, tu peux mettre au milieu un meuble et un petit passage pour aller de l'autre côté, tu vois. Et c'est parfait si en plus de l'autre côté il y a une porte qui peut aller ailleurs, tu vois. Donc déjà, essaie de voir si tu peux pas créer deux ambiances dans ton jardin, dans ton balcon, et avec un accès un petit peu restreint comme ça pour aller d'une ambiance à l'autre, d'un secteur à l'autre. Et voilà, tu peux mettre des plantes aussi dans les deux secteurs, mais il y en aura sûrement un qui sera mieux exposé, où ça poussera mieux, quoi. Et voilà, après attention, ça peut être à double tranchant, donc je te laisse voir. Et voilà. Ensuite, tout à l'heure je parlais d'une ambiance un peu terrasse, entre guillemets, où on va discuter, se poser. Bah, est-ce que
est-ce que toi, déjà, si t'as pas, par exemple, si t'avais pas un grand balcon, bah, est-ce que tu peux pas juste faire une petite ambiance un peu assis par terre, entre guillemets, tu vois, un peu de chill, où, je sais pas, tu peux poser une palette avec des coussins, des petits canapés comme ça qu'on pose par terre. Ça peut être sympa. Ça va te permettre aussi bah, voilà, de profiter un peu de la verticalité, entre guillemets, de te poser comme ça, d'être par terre, pourquoi pas aussi jardiner comme ça, un petit peu par terre avec les enfants, par exemple. Tu vois, il y a plein de choses à faire aussi en se posant comme ça dans son jardin, en mode ras les pâquerettes, entre guillemets. Et au contraire aussi, tu peux, pourquoi pas, essayer tu sais, des fois, on voit des fauteuils suspendus un peu. Euh, des fauteuils suspendus. Après, il faut voir si tu peux l'attacher à ton balcon. Ou des fois, ça fait un petit peu. Enfin, des fois, il y a des structures qui vont porter comme ça une espèce d'œuf. Ou c'est un siège en fait. Enfin, je sais pas si tu vois, un petit peu un hamac, un truc comme ça. C'est aussi intéressant. Ça peut être sympa de se poser comme ça dans son truc. Voilà. Euh, Euh, Tout ça fait penser un petit peu à de l'intimité en fait. Essaie de te créer un petit coin d'intimité. Si par exemple tu as du vis-à-vis avec ton voisin, bah, c'est peut-être pour ça que tu vas pas dans ton balcon en fait. Parce que tu te dis ouais, j'ai pas forcément envie d'y aller, il y a la fenêtre du voisin. Bah, essaie de voir si tu peux pas te couper un peu de ce vis-à-vis et de créer un petit peu d'intimité. Et des fois ça va débloquer un truc et tu vas voir, tu auras plus souvent envie d'aller dans ton balcon. Voilà, le but, ça va être de se créer un petit peu d'intimité. A contrario aussi, tu peux faire en sorte d'attirer ton œil avec des suspensions, des étagères, de la couleur, des choses comme ça. Donc, n'hésite pas à jouer sur ouais, voilà, les hauteurs, les couleurs, les formes, les textures, pour attirer ton œil et pour bah, te faire aussi du bien. Et pour finir aussi, ça c'est une astuce qui peut être valable justement un peu pour si tu as un balcon ou un jardin, ça peut être de créer des jeux d'ombre et lumière. Alors il y a plein de choses à faire avec ça. Tu peux voir avec des lampes solaires, faire plein de trucs intéressants. Donc je te laisse voir, jouer comme ça avec l'ombre et la lumière. Des fois on voit dans les jardins, les gens ils mettent des petits checkpoints là comme je disais, des petites lampes comme ça solaires pour jalonner le chemin jusqu'à la porte. Voilà, et tu peux aussi faire des jeux de lumière avec bah, des arbres que tu as envie de mettre en valeur ou le coin terrasse ou je ne sais quoi, la mare, des trucs comme ça. Après, fais attention aussi à la pollution lumineuse. Euh, Va pas, je parle de la mare, va pas mettre trop de lumière là où il y a trop de biodiversité parce que tu peux leur dérégler leur horloge interne, déjà qu'elle est pas mal déréglée, surtout en ville. Donc voilà, je te laisse voir si tu as des petites idées qui te viennent comme ça avec les jeux d'ombre et de lumière. Et puis voilà. Euh, du coup, on va terminer ce podcast par un petit exercice et la surprise arrive. Mais en gros, cet exercice, c'est simple. Je t'invite à prendre un papier, un stylo, à faire un plan. Je sais que c'est chiant, je sais que t'as pas envie de te prendre la tête, mais au pire, note-le quelque part ou si t'as un petit peu de temps, fais-le. Ça va t'apporter vraiment des super résultats, un peu comme je disais tout à l'heure, Pablo Servigne, il parlait de vision globale et vision de détail. En gros, la vision globale, ça va être ton plan. C'est là où tu vas avoir les informations, où tu vas organiser les choses. Et la vision détail, c'est quand tu vas être sur ton terrain et que tu vas faire des observations, des choses. Et c'est en jonglant comme ça, en ramenant des informations du détail au global et du global au détail, que tu vas pouvoir faire grandir entre guillemets ton jardin, améliorer ton jardin, le rendre plus résilient, le rendre plus attirant, le rendre plus esthétique. Et voilà. Au début, t'es pas obligé de faire un super plan. Commence par un truc tout simple et petit à petit, ça s'améliorera. Tout à l'heure, j'en parlais un petit peu. La carte, elle représente pas le territoire. En gros, euh, ta carte, c'est juste un choix d'informations que tu vas mettre dedans. En gros, imagine, tu vois, Google Maps. Dans Google Maps, tu as la vue globale comme ça, et qui va représenter, une certaine information. En l'occurrence, Google Maps, eux, ils vont vouloir représenter les routes, ils vont représenter les rues, les magasins, les choses comme ça. Mais ils vont pas forcément, si tu cherches un chemin de rando où il y a un ruisseau, tu vas pas le trouver sur Google Maps. Donc déjà, dis-toi, voilà, la carte, c'est les informations qu'on choisit, qu'on met dessus. Donc sélectionne-les bien, tout simplement.
Et voilà, imagine la carte, en gros c'est ça. Au début par exemple tu vas avoir tout le territoire de la France, bah, ça va être marqué France. Après tu vas zoomer, tu vas avoir Paris, Marseille. Après tu vas zoomer sur Paris, tu vas avoir les petites villes, et puis les plus petites villes, les rues, les machins. Et tout ça, voilà, c'est des informations comme ça qui vont être toujours dans la vue globale. Et au moment, tu vas arriver sur le Street View, où là, tu vas être carrément dans la rue avec les images comme ça, les vrais, voilà, le Google Street View, c'est comme si c'était des voitures en fait qui vont filmer toutes les rues comme ça en France. Et tu vois vraiment à quoi ça ressemble dans la réalité. Et là, tu es dans la vue détail. Mais bon, il y a quand même encore tu peux aller encore plus loin avec ta propre vue. C'est beaucoup mieux en fait, hein. Mais déjà avec la Google Street View, voilà, tu vois le truc en fait. C'est comme si la vue satellite, c'était la vue globale, c'est ton plan. Et le Street View, c'est toi qui te balades dans ton jardin et qui vois vraiment ce qui se passe sur le terrain. Et là, tu as de nombreuses informations qui viennent à toi. Et en revenant au Street View, voilà. Le Street View, t'as pas le son, t'as pas les odeurs, il manque plein d'informations, mais il y en a déjà beaucoup plus. Mais l'idée est là. Euh, Note les informations globales comme ça sur ton plan et joue avec ces informations globales. Et quand tu es sur le terrain, laisse-toi un petit peu aller et ouvre-toi aux informations qui viennent à toi et prends des notes sur ce qui est important. Et après, tu reviendras dessus quand tu travailleras sur ton plan et tu verras que ça va grandement t'aider. Euh, voilà. Et je me suis un petit peu perdu, mais voilà. Tout à l'heure aussi, je parlais un peu d'esthétique. Pense aussi à l'harmonie dans les différents secteurs de ton jardin. Euh, Tu vois, essaie d'avoir une espèce de cohérence esthétique. Tu vas pas mettre, par exemple, tu vois, les carrés potagers en bois, là, avec... imagine, tu sais, les carrés potagers en bois que tu vois dans les magazines, super nickel, avec les belles tulipes, les beaux plants de fraisier, le beau terreau bien noir, sans mauvaises herbes. Tu vois le truc? Tu vas pas mettre ça à côté de ta zone de stockage où tu mets ton tas de bois ou ton compost à l'air libre, tu vois. Essaie d'être cohérent aussi dans l'assemblage, voilà, essaie d'avoir une cohérence esthétique dans tout ça. Et voilà, le but c'est vraiment que ça soit plaisant et que ça stimule les sens, tu vois, et que ça attise la curiosité. Donc voilà, la vue, l'ouïe, le goût, l'odorat et le toucher doivent être stimulés. euh, et voilà. Bref, si tu m'as écouté jusqu'ici, c'est parce que c'est sûrement déjà, je te remercie. Et c'est parce que tu es intéressé par le design. Donc voilà, ce que je te propose, j'ai mis un lien dans la description, c'est de t'inscrire. J'organise donc le 31 janvier à 18h, donc mercredi 31 janvier 2024 à 18h. J'organise un coaching de groupe sur Zoom. Voilà, on verra si ce sera ça sur Zoom ou pas, mais en gros, ce sera un truc simple. Pas d'inscription, je t'enverrai un lien. Il suffit juste de s'inscrire, je t'ai mis le lien dans la description. En gros, tu t'inscris et je t'enverrai un lien et comme ça tu nous rejoins, on se retrouve le 31 janvier pour un coaching de groupe. Tu viens avec tes problématiques de design, d'aménagement. Voilà, pour l'instant, donc je mets 3 places gratuites. Euh, voilà, on est en petit comité. On a un petit comité sur ce podcast, c'est un tout nouveau podcast, donc voilà, on va être entre nous, donc je t'invite à vraiment euh, te demander si toi ça peut t'aider tout ça, un petit coaching comme ça de groupe. On sera deux, trois, peut-être juste tous les deux, peut-être on sera trois, quatre, je sais pas encore. Mais voilà, le but c'est que tu viennes avec ta problématique, je sais pas, au pire tu peux venir avec ton plan, on sera en vidéo, on pourra partager la vidéo, t'es pas obligé de mettre la vidéo, mais viens avec une problématique, on en parle, on essaie de dénouer, on fait un petit coaching de groupe comme ça. Et voilà, le lien est dans la description. Voilà, j'espère que ce podcast t'aura aidé. N'hésite pas à soutenir en partageant, en mettant des pouces. Et puis bref, on se retrouve pour le prochain épisode. Salut à toi.